Vous avez peut-être entendu parler de nouvelles méthodes de management et d'organisation, de méthodes agiles, d'entreprises libérées, d'holacratie et peut-être même d'organisation opale. De quoi s'agit-il et que reflètent ces nouvelles formes de management ? Sont-elles vraiment si nouvelles ? Et surtout, comment se traduisent-elles dans la réalité quotidienne au travail ? Nous vous invitons à rester avec nous, étudiants et étudiantes de l'Université Grenoble-Alpes, pour découvrir ces éléments de réponse à toutes ces questions. Bienvenue sur le podcast Citizen, épisode 3, Management et hiérarchie, voix de terrain. Produit et animé par Andreïna, étudiante en deuxième année de master en sciences sociales. Khaled, diplômé en coopération internationale et langue étrangère appliquée. Diane, diplômée de master design de transition. De quoi s'agit-il et que reflètent ces méthodes ? Alors, si nous nous basons sur les travaux de Susie Canevink, docteur en sciences de l'information et de la communication, qui a étudié les innovations socio-organisationnelles dans les entreprises, on peut voir que chacune de ces méthodes de management a ses propres spécificités. Si l'on prend par exemple les cas de l'entreprise libérée, on va y retrouver des pratiques managériales typiques comme les équipes autogouvernées, l'information transparente, la détermination des tâches par les salariés eux-mêmes, une prise de décision participative et les soutiens personnalisés aux salariés, notamment par des coachs. Et dans les cas de l'holacratie, on va plutôt se concentrer, par exemple, sur une organisation par cercles semi-autonomes, interreliés, dans lesquels les personnes partagent une même mission. Chaque cercle s'articulant ainsi avec un autre par un système de double lien qui se fonde sur la désignation d'un représentant ou d'une représentante du cercle pour siéger dans l'autre cercle. Mais au-delà de ces spécificités, il y a quand même un socle commun. Toutes ces méthodes reflètent une remise en cause du modèle mécaniste, héritier du taylorisme et du fordisme. On conteste ces fondements, c'est-à-dire la spécialisation accrue des tâches, les procédures strictes, l'organisation très hiérarchisée, entre autres. Et ces méthodes font part d'un désir d'envisager différemment les relations de pouvoir en entreprise ou en association, de prendre en compte aussi la dimension psychologique, souvent ignorée jusqu'à là, de mettre au cœur du travail l'autonomie de chacun et de chacune au travail et de cesser d'avoir cette place passive à laquelle les salariés seraient souvent réduits et réduites. Ces formes de management sont-elles si nouvelles ? En vrai, ces modèles semblent constituer un continuum évolutif qui trouverait ses origines dès le début de l'ère industrielle dans la pensée des socialistes critico-utopistes, celle de Pierre-Joseph Proudhon par exemple, et dans les mouvements d'autogestion de la fin du XIXe siècle. Puis les débats ont été ravivés dans la période des années 60 et plus récemment depuis les années 2010. Dans cette partie, nous partageons des témoignages anonymisés inspirés d'entretiens réels avec des professionnels issus de divers secteurs. Ces voix illustrent une diversité d'expériences concernant les modes de management, qu'ils soient traditionnels ou pas, la place de la hiérarchie, ainsi que la responsabilité des managers dans le monde du travail actuel. Les récits reflètent des perspectives uniques tout en préservant la confidentialité des personnes interrogées. Julien, employé d'une collectivité. Dans ma collectivité, on a 3 doctorants qui travaillent sur la coordination entre différentes directions et sur la transformation managériale. Il y a une double gouvernance entre politique et administratif. Je me retrouve dans l'orientation politique et ça donne du sens à mon travail. Dans mon ancienne collectivité, j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Ici, on a une liberté, on peut proposer des choses, tester et on a droit à l'erreur. En tant que manager, je dois aussi former mes équipes aux enjeux sociétaux pour avancer. Sophie, employée de la fonction publique. J'ai déjà refusé des missions que l'on voulait me confier. Je retrouve un engagement militant à travers mon travail. Quand je suis partie, c'était parce que j'étais en désaccord total avec la nouvelle orientation de la direction. Camille, employée dans la fonction publique.
J'apprécie de travailler au service des élus, en traduisant les orientations politiques en actions concrètes. C'est un rôle presque démocratique où l'on traduit une commande publique. Travailler en transversalité est complexe. Chacun a ses propres missions et il faut trouver des moyens de croiser nos chemins pour aboutir à un projet commun. Je m'épanouis dans mon travail, mais j'ai aussi besoin d'autres espaces d'engagement. Manon, salariée dans une association culturelle. On entend que je sois totalement autonome, qu'il n'y a pas de cadre strict. Cette liberté est importante pour moi, c'est pourquoi je travaille dans l'associatif. Ce n'est pas les tâches qui me motivent, mais l'ambiance de travail et le projet. Parfois, il y a un flou sur les attentes et on nous rajoute des tâches sans vraiment connaître ce qu'on fait déjà. Maxime, salarié d'une petite moyenne entreprise. On me demande juste de remplir mes missions. C'est assez clair. Ce modèle de gouvernance consultative me plaît, mais certaines procédures pourraient être mieux définies pour gagner du temps. Paul, salarié d'une petite moyenne entreprise. Concrètement, ce qu'on veut de moi, c'est que j'anticipe tout. Je suis responsable de mon poste. Si quelque chose manque, c'est ma faute. J'ai toujours connu cette autonomie et j'ai horreur de dépendre des autres. Cela fait perdre du temps. Cara, salarié d'une petite moyenne entreprise. Ce qui me satisfait, c'est l'attention portée au bien-être de chacune et le respect des valeurs. Mais parfois, le manque de clarté dans les procédures peut créer de la frustration. Amina, salariée d'un groupe international. Je suis avoir beaucoup de satisfaction. J'apprécie l'autonomie. Lorsque je travaille en groupe, je réussis à améliorer la qualité du travail en exécutant différentes tâches avec mes collègues. Comme j'ai été chef délégué syndical et du comité social économique, je parle beaucoup avec mes salariés, ou je fais des enquêtes de sondage, j'écoute beaucoup et je négocie avec la direction. C'est mon sens du management. Christelle, employée dans la fonction publique. Durant mon parcours de manager, j'ai fédéré les équipes, je les ai évaluées et je les ai accompagnées pour comprendre les politiques publiques. Mon rôle porte aussi sur le plan de la communication interne et l'évolution des techniques. J'avoue avoir beaucoup de satisfaction et je suis absolument passionnée par mon travail. Si l'implantation de nouvelles formes de management paraît aujourd'hui essentielle, la remise en question du pouvoir exercé rend ce sujet complexe et parfois contesté. On observe une grande diversité dans les pratiques managériales, souvent orientées soit vers une gestion plus instrumentale visant à canaliser la structure et ses composantes, soit vers une approche plus expérimentale cherchant à libérer les individus et à repenser la gouvernance. Ces transformations peuvent être perçues comme une forme de libération de travailleurs par la hiérarchie elle-même, un paradoxe apparent. Elles peuvent également générer une certaine insécurité socio-économique tout en offrant l'opportunité d'apprendre et d'évoluer. Il est donc crucial d'adopter une démarche à la fois cohérente et souple, capable de s'adapter sur le long terme. Malgré les difficultés, ces changements rapprochent les pratiques managériales du terrain et ouvrent la voie à des innovations répondant à des besoins réels et concrets. Merci pour votre écoute. Pour nous soutenir, vous pouvez partager ce podcast avec votre entourage et vous abonner au podcast Citizen de l'Université Grenoble. À très vite!